Bon les gars, on a un overboard ou pas nous? Ben, je crois que ça va être 100 cette année. Vu Ouais, le nous mal de on va dos être qu'on s'est fait. super modeste et on va juste arriver à pied. Et vous dire bienvenue à Devox France. On avait prévu, effectivement, on va arriver en overboard et puis On a déjà failli perdre Arnaud samedi. et Arnaud moi, Héritier. hier, Antonio hier, donc on a dit à pied, c'est plus sage et plus prudent. à pied c'est pas mal. La cliquette marche pas. Oh yeah. Alors, si je change de slide, c'est beaucoup plus mieux. Bon, de toute façon, le premier slide, c'est pour dire bonjour. Ça va? Cool. La cliquette marche, on est prêt. Bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, la petite tradition depuis 5 ans, on aime bien savoir qui êtes-vous. On va faire quelques questions tous les trois. Qui vient pour la première fois, qui est dans la salle? Levez la main. Ah ouais, on est super content de voir que tous les années, il y a quand même des gens qui découvrent Devox France et ça nous fait super plaisir. Qui est venu les 4 éditions précédentes? Oh là là bravo. là. Merci pour les fidèles des fidèles. Ouais, merci Gros beaucoup. applaudissements Bravo, pour eux. fidèle. Merci beaucoup. Développeur, Ouais. plus de 30 ans, Ouais. chauve, Ouais. barbu aux cheveux longs, plus. Eclipse ou IntelliJ? Eclipse, criez. IntelliJ. VI. Yes, c'est mon Qui groupe a dit de support. quoi? VI. VI. Oh là là. IMAX, tant que tu y es. Ouais, il y en a. Mac ou Linux juste Mac, pour ça. Linux. Et Oui. bah les autres, je les plains. Attention, Microsoft est sponsor cette année. Je n'ai cité personne. Bon, quelques chiffres. Cette année, combien de participants? On va vous dresser un petit bilan rapide de ces 5 belles années. Ça a commencé en 2011 en Belgique durant la keynote avec Stéphane. On avait le trouillomètre à 480 et on ne savait pas vers quoi on s'engageait. 2012, 1250 participants à Paris au... Au Marriott. Merci. 2013, 1400 participants. 2014, 1500 participants. Plus 97, vous avez vu? Ouais. L'année dernière, souvenez-vous, 2508 plus 1, 2509. Merci, le Palais des Congrès. Merci le Palais des Congrès, on voit. Et comme j'aime bien faire des jolis graphes, j'ai même fait un graphe, voilà. On voit l'effet Palais des Congrès. Donc la grande question qui est sympa tous les années, c'est de savoir en 2016 combien vous êtes, avec les speakers, les exposants et tout ça. Aujourd'hui, vous êtes 2762 personnes. Bon, ça c'était pour quelques chiffres. Maintenant, on va vous parler un peu de Devox, hein, ce qui s'est passé hier, ce qui se passera aujourd'hui et demain. Donc, on va vous annoncer le programme. À propos du programme. Ah oui, vas-y, tiens, je te laisse le micro quelques instants. Alors, le programme, déjà, c'était pas facile. Vous savez qu'on ouvre le Call for Paper 2 mois avant Devox, ou 3 mois, je crois. On le ferme un peu après. Et chaque année, il y a un challenge énorme. C'est que cette année, vous étiez 788 personnes à proposer des talks. Et il faut en sélectionner 230. Là, on a une équipe de 13 personnes qui font un boulot dingue pendant 2 mois, qui notent, qui contactent les speakers, etc., etc. En 2013, on avait 540 sujets. En 2014, 671. L'année dernière, 668. Là, 788. Et je dois avouer que c'est un boulot dingue. Et bravo aux 230 qui sont là. Et aux 600 et quelques qui sont pas là, voilà, on essaie de faire notre mieux chaque année. Mais sachez que c'était pas facile. Donc on a pris les 230 sur des sujets différents, etc., etc. Ce qui est très important et sur lequel on insiste beaucoup, c'est pas parce que vous n'avez pas été pris qu'on vous aime pas ou que votre talk n'est pas bon. On vous invite à repostuler parce que c'est le nombre qui fait la qualité.
Voilà. Donc, j'ai un autre point, c'est que j'ai été challengé hier sur le nombre de talks cette année. On m'a dit que ça baissait et j'avais pas les chiffres en tête, ayant un petit peu abusé de boissons diverses et variées. Et en fait, on est en perpétuelle augmentation et voilà. Ouais. Donc, Et, il y a cette année aussi, on s'est lancé dans une initiative qu'on a bootstrappée avec Devox Belgique. On a créé les Golden Tickets. Est-ce que par hasard, il y en a dans la salle? Alors, ils sont 64 sur 2700, donc on a la chance de les avoir. Je vous remercie, nous vous remercions. Ces gens-là, ils ont acheté une place plein pot pour une conférence dont ils ne connaissent pas du tout le contenu. Et ils ont joué le même rôle que les volontaires du CFP. Ils ont revu les sujets, donc revoir, c'est-à-dire j'ouvre le sujet, je regarde la bio du speaker, je lis son abstract. On a fait à peu près, je crois, oui, Antonio disait 700 revues, donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'heures. Ils l'ont fait avec plaisir et on les en remercie parce que grâce à leur travail, ça nous a permis de prendre votre avis pour améliorer le programme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur le programme, c'est que vous avez pu voir que sur le site Devox France, vous pouvez voter pour dire voilà, je voudrais aller voir tel et tel sujet. Ça nous a permis aussi de vous écouter en amont et de mieux organiser les salles et de répartir les speakers et d'essayer au maximum l'effet salle pleine. Ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes 224 speakers, parce qu'on a plus de salles aussi cette année. Ça fait qu'il y aura 243 heures de conférences. Ouais. Entre les conférences, les universités, les Tools in Action qui sont filmés. 243 heures, Antonio, ça fait quoi en jour? Parce que c'est un peu abstrait. Vous pouvez vous asseoir face à votre ordi et pendant 10 jours non-stop voir les vidéos de Devox France qui sont filmées. On travaille cette année avec les équipes du Palais des Congrès qui font un super boulot. Vous voyez les caméras et donc on enregistre tout. Les vidéos sont mises en ligne gratuitement sur YouTube courant du mois de mai. as soon as possible. Ouais. On va prendre des vacances après Devox France, on vous aime beaucoup, mais on doit juste souffler un petit peu, puis après on s'en occupera. Ça ne sera pas en ligne demain ou après-demain, mais ça sera en ligne dès que possible, disons dans 1 ou 2 mois maximum. Ouais. Non, tout est filmé, hein, tout est filmé, donc c'est vrai que... Pas les toilettes, Antonio, quand même. Non, tout est filmé, donc si la salle est pleine, malheureusement, ce qui arrive parfois, la salle est pleine, vous avez un petit panneau comme ça, c'est triste, soit, mais dites-vous que dans quelques semaines, ça sera sur YouTube, donc si la salle est pleine, désolé, on a essayé d'équilibrer au mieux. On a des grandes salles, on a des petites salles, voilà. Si la salle est pleine, allez dans une autre salle, découvrir le nouveau framework JS à la mode. Ouais. Et Lequel ? à mon avis, comme on est vraiment full cette année, ça risque de se produire plus d'une fois. Next. D'autres chiffres intéressants, 10 800 bouteilles d'eau, ça fait 3,5 tonnes d'eau et on a dû en recommander hier. 7000. Vous buvez beaucoup en fait, mais vous buvez de l'eau. Ça fait beaucoup de repas, c'est en fait assez impressionnant pour nous parce que aujourd'hui, voilà, on a 4 camions, on a 11 tonnes d'affaires diverses. Et les chiffres sont assez impressionnants en fait maintenant sur Devox France. 7000 madeleines. Ouais. Qui devrait arriver ce matin si tout va bien. Avec les 7000 bouteilles d'eau supplémentaires, donc on est au taquet sur l'eau, mais on risque d'en manquer un petit peu vers la fin. Donc n'oubliez pas qu'il y a aussi l'eau de Paris qui est potable. Donc gardez votre bouteille le vendredi après-midi, la bouteille vide en tout cas. Ouais. Et sur les sacs, alors oui, un point important, sur les repas, j'ai été un petit peu pris à partie hier, gentiment, par un geek, qui m'a reproché qu'il ne pouvait pas manger. Alors, on a constaté un truc hier, c'est que des personnes prenaient plus d'un sac. Sachez qu'il y a un sac par personne et par jour. Rouge, viande, voilà. bleu, poisson, et vert, VG. voilà. C'est super bien foutu. Si vous en prenez 2 ou 3, vous pénalisez 2 ou 3 collègues. Voilà. Donc, on vous demande d'en prendre un par personne, s'il vous plaît. Sinon, en fait, le problème, c'est que si vous en prenez trop et qu'on n'arrive pas à gérer la nourriture, on va être obligé de pointer les tickets et ça va être une queue monstrueuse et ça va être sympa pour personne, ni pour vous ni pour nous. Open source Devox, on ne veut pas vous badger comme des enfants. Je pense que ça va bien se passer. Voilà.
Quelques tuyaux sur comment on réussit son Devoxx. Alors déjà, vous avez vu, le palais, c'est très très grand. Vous avez le petit guide papier, au dos, il y a le plan. Vous avez votre badge, au dos, il y a au plan. Pour ceux qui étaient là depuis 5 ans, c'est facile pour vous. Hop, super, waouh. Yeah. Pour les autres, vous voyez, le hall d'exposants est en bas, les buffets, tout est en bas. Vous avez un amphi, donc en bas, l'amphi maillot, l'amphi bleu en haut, c'est ici, et les salles se trouvent à droite et à gauche. Et il y a les mezzanines aussi qui accueillent des labs aujourd'hui et demain. On parlera un petit peu plus de l'application, des applications Devoxx tout à l'heure. Le sac du conférencier. Le sac du conférencier, vous avez un sac avec des goodies dedans. Pareil, c'est à l'opposé. Là-bas, 204, c'est ouvert que pendant les pauses et l'heure du repas. Et Karine me fait remarquer que le crayon, il y en a qui le cherchaient, c'est un crayon de papier qui est noir. Le sac à dos est en noir, on n'avait pas pensé à ça. Donc le crayon, si vous souhaitez écrire sur le bloc-notes de Devoxx France, il est bien dans le sac. Voilà, voilà. Donc si vous n'avez pas eu encore votre sac, sachez qu'à chaque pause de tout à l'heure, demain, vous pourrez aller chercher votre sac. Il y a plein de goodies dedans, c'est plutôt sympa. Alors on a vu que Devoxx France, c'était plein de contenus, plein de conférences, plein de machins. Comment on reste informé? Donc on vous a parlé du guide papier. On va faire venir Stéphane Johnson sur scène qui va vous expliquer 2-3 petites choses. Donc, Stéphane, le créateur des conférences Devoxx, s'il vous plaît, merci. So, should we do a selfie first? Yes, I would suggest one in front of the big letters and one in front of the audience. Allez. Let's do a selfie. L'année prochaine, on investit dans un bâton à selfie, comme ça on sera bien. Yes, please. Smile, sinon, please. sinon, on le verra. Sir, your hair is not good. Cheese. Nicolas. On est bon. Waouh. Et dire qu'on a dormi que 2 heures cette nuit. Super. Well, thank you very much. Again, we should really give a hand of applause for these guys because they've really been working really loud. Thank you. So I'm the person who speaks in English because the agreement is 80% in French and 20% in English, so I have to switch to English, right? But I just want to give you a bit of practical information, and this is something we've been working on with a really international team of different developers, designers in Morocco, a developer in Switzerland, in Belgium, and so on. And this is the My Devoxx app. So it's a new scheduling app. It actually exists for Windows, Android, and iOS. The design was done by the team of Devoxx Morocco, so it has a consistent look and feel. And the beauty is that it actually supports all the Devoxxes. So if you do go, so who has gone to another Devoxx other than France? So, right? So those people who went to like Belgium or Morocco or whatever, you can actually have that one app and use it wherever you go. Now, what is really important to mention is that you can vote in the app. So if you have iOS, it will actually show a wine glass. And the wine glass, I mean, because we're in France, that's where you vote. So if you click on the wine glass, you can actually rate the talks. If you're on Android, it's a heart. So it's just a heart. And make sure you vote, because yesterday we only received 772 votes, which is not enough. It should be around 2,000, 3,000 votes a day if we compare it to the other events. And the votes are really important for us because that way we know if the speakers are good. And you can even not only rate them, but you can also give remarks of like, hey, the content was great, but maybe the execution wasn't, and so on. So this is very valuable information because if they're really good, then we can also invite them to the other Devoxxes, etc. And as you can see, we also have it on Android Wear, that's why I'm wearing this, but also on the iWatch, you will get notifications, etc. So what I would like to announce today is that all these projects, so Windows, Android, and iOS, are open sourced or will be open sourced on GitHub. So if you find a bug,
just go into GitHub. You go to github.com/devoxx, and you will find all the projects, and you can basically learn or even donate some pull requests or some enhancements. So you're more than welcome to join. The iOS version will be open sourced at Devoxx UK in June, but the Windows and Android is already available on GitHub. So I know it's a bit a small slide, but I do want to, if there are any developers on this list, then now is the time to come on stage, so at least we can actually thank you for all of your work. So Sebastian, who's coming on stage, I know there's a few other ones, maybe blocked. Sébastien. Ouais. Sebastian. I don't know if Max is here. Est-ce que Maxime est aussi là dans la salle? Oui, Max, Maxime, yeah, voilà. you're here. Merci les gars. So thank you very much. Thank you for helping. Merci. Max, thank you. Voilà. So Max did the iOS version in Swift, and you're going to first clean up the code a bit, I heard. I will open source it soon. Thank you. Yeah, great. So again, there's a lot of people there. Jacek, I don't know if he's here. Well, Jacek's not here, but the team from Scala C, they're from Poland. They helped on the Android version. Julien, who's from Germany, he did the Windows app. So you can see it was a really team effort internationally. And well, thank you again for doing this. It's really been an amazing journey. Thank you. All right, so moving on. Let me just quickly switch on. You can stay here. Okay. Oh, okay, you can stay here. Still working? Yeah. So another new application that we're launching at Devoxx France is called Devoxx Huntly. So what's Devoxx Huntly? It is basically gamifying your Devoxx experience. So what it does, it's available on iOS and Android. And what it does is it allows you to actually score points. And you score points by going into the rooms. For example, this one, we have beacons here. So if you have your Bluetooth on, or if you don't want to use your Bluetooth and you just want to scan QR codes, there are QR codes in the rooms, but also at the booths from the stands, from the sponsors. And if you scan it, you will get points. And the top most rated points, or the people with the most points, will actually get some prizes on Friday evening during Le Cascadeur. Now, when you do this type of thing, I think, Sebastian, you told me this, the most game played at these type of gamification apps is cheating. Right. So yesterday already we had one person and he reverse engineered the application. Okay, the rest communication was done in HTTPS, but we used SSL, and it seems SSL is not that secure. We should have used TLS, so we're going to upgrade it to TLS for the Devoxx. Yeah. But we're getting like a free security audit, right? So this will definitely improve. And I know the guys are they here from Scala C? Lukas? I can't see him. So Lukas and Frederick as well, the hacker, he was very helpful to actually explain what he did, so we're going to fix that. But these were the people from Poland who was also involved with Devoxx Poland. Play with it, use it, it's lots of fun. So we had yesterday 1,200 people installing the app, and there were 200 people actively playing. Now, the reason I think that we're losing quite a bit of people is that the application is only in English for now. So we will have to do a better job next year and make a French version as well for you, so you feel a bit more comfortable. So thank you for that. And then I think the big announcement is yours. I'll pass on the mic for you, because you've basically made it. Yeah. Okay, so before we announce anything, who has an Apple TV in the room? Apple TV? Not that many. Not that quite many. a few. And who has an Android TV? About the same number. So yeah, who has no TV? Wow, a lot more. Who has a free box? That's what I'm thinking. That's the market indeed. Yeah. Okay, anyway, there's no API to develop on the Freebox. So actually, I think there is. Anyway, it must be in C++, that's why. So this year, since now all the Devoxx talks are on YouTube, since Devoxx Belgium, we thought, okay, but on YouTube everything is in the same bag, and they're not sorted by metadata and so on. So it's kind of hard to browse and to find the content that you're interested in. So we decided to do this Apple TV app. So now you will be already able to download Tvox on your Apple TV and browse all the content from Devoxx Belgium already, plus Devoxx Morocco, I think. Everything is in there.
And you can browse by speakers, you can browse by tracks, you can even search, and you can manage your list of interesting talks so that you can watch them later. And feel free also to add the app to your top shelf so that you can access your list directly. This is available on Apple TV today, so you can already download it tonight. And it should be available on Android TVs by the next Devox. Great. So Saeed, my friend, is working on it at the same time, so it should be available soon. Well, thank you very much. Really cool project. You're welcome. Great. Thank you. Ok, merci. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, C'est- let's switch to 80% of French. Yes, go back to French. Français. Rapidement, le Ouais, programme. on va avancer un tout Ça petit peu. fonctionne encore Hop là, boum. Non, ça fonctionne plus. Bon, Allez. problème technique. L'agenda, donc pour ceux qui étaient là hier, c'était les universités. Aujourd'hui, demain, c'est toujours la même recette. Les conférences, les quickies, la session Ignite durant le quickie. Il y aura des bofs le soir, le salon des exposants et le contenu sur le programme papier et sur l'application. Il y a quelques ateliers le jeudi et le vendredi aussi. Oui. Ouais. L'agenda, le contenu, c'est pareil, les recettes un peu à la mode, du Java, du web, du mobile, de l'agilité, etc., etc. Si vous êtes là, c'est parce que vous savez tout ça. Un petit mot pour les mercenaires de DevOps. J'en ai parlé avec eux hier. Les mercenaires du DevOps, ils seront là vendredi, côté Neuilly ou Paris, j'ai oublié. Là, Ils sont voilà. juste là. Côté Et Paris. en fait, ils vont s'arranger pour que leur session, ils vont faire des sessions pendant à peu près toute la journée, et ça sera pendant les talks. Donc soit vous choisissez d'aller à un talk, soit si vous n'avez pas envie, vous voulez un peu découvrir le DevOps avec eux, ils seront ici. Dans la même série, on a le Hacker Garden qui est un événement vraiment sympa. Donc il y a des contributeurs de projets open source qui Et sont là aujourd'hui, par c'était exemple. hier. et- C'était Non, hier. et aujourd'hui Il y aussi. a un- Attends, on le attends. refait aussi aujourd'hui parce que ça a eu un très bon succès. Donc il y a des contributeurs de Maven qui sont là. Hacker Garden, c'est quoi? Vous venez avec un ordinateur ou pas et vous pouvez contribuer sur des projets open source. Ça se passera dans l'espace où il y a les tables juste à côté. J'ai la cliquette qui remarche. Le Seed Networking, c'est un événement qui est important. Quelques mots. Donc c'est ce soir à 20h. Si vous êtes développeur et vous êtes à la recherche d'entreprises, de porteurs de projets, si vous avez des idées, vous cherchez des développeurs, si vous êtes aussi investisseur, le Seed Networking, c'est du speed dating. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, donc les participants de Devox France sont bien entendu invités. C'est dans la salle Maillot. L'idée, c'est du speed dating. J'en profite pour vous glisser, a priori, que donc à 19h30, on aura la visite de Axel Lemaire qui va venir voir cet événement-là et les startups. Donc, Ce soir, meet and greet, comme chaque année, à partir de 19h30. Du vin, du pain, du fromage, de la bonne humeur, les bofs aussi. Donc de 19h30 à 22h30, ça va se passer dans le hall, dans le ouvert hall, à tous. dans le hall en bas, et You are avec welcome. les soirées des meet-up. Et puis un truc qu'on a mis en place l'année dernière et qui marche plutôt bien. Demain, de 13h à peu près à 15h à peu près, il y a le café philo. Donc le café philo, ça va se passer en haut, là, Neuilly. Ouais. Et l'idée, c'est qu'on va philosopher. Donc il y aura un philosophe, un je sais plus trop qui, Et des gens. et puis des gens. Et l'idée, c'est qu'on va Et, parler. voilà. Le thème des keynotes, c'est informatique et société. Essayer de parler un petit peu de ça, de philosopher sur notre métier, l'impact de notre métier sur la société. Alors, c'est la deuxième année que ça se déroule. deuxième Et l'année édition, dernière, il y a eu d'ailleurs. un beau succès d'estime. Ouais. Les bofs, alors on nous demande pas mal souvent, mais comment vous faites pour organiser une conférence comme Devox? Donc on s'est dit, on va vous répondre jeudi à 20h40 en salle 242. Voilà, dans l'esprit de vous raconter les trucs rigolos. On a demandé aussi à Arnaud Héritier, qui participe au CFP, Ouais, de venir. on va le voir juste Si vous avez juste des après. questions sur Ouais. la façon dont se déroule le CFP, des frustrations, un retour, des On questions. est ouvert. Il y aura aussi les gens qui sélectionnent les sujets. On va voir ce que ça donne. On n'a jamais fait ça. On va passer la parole rapidement à l'équipe de Devox for Kids, parce que c'est quand même important dans la famille de Devox. Donc j'invite sur scène Audrey Neveu, Daniel Deluca et Xavier Bourguignon, qui sont tous les trois les représentants de Devox for Kids. Daniel est l'un des fondateurs. Et on leur passe la parole quelques minutes. Voilà. Vous nous faites vraiment 3-4 minutes maximum.
3-4 minutes, c'est bon. Et Emmanuel Feller, que j'ai oublié, excuse-moi Emmanuel, c'est la fatigue. Donc Daniel, Emmanuel, Xavier et Audrey, on vous passe la parole quelques minutes. Bonjour à tous. Alors, Devox for Kids, ça peut vous paraître une idée un peu bizarre d'apprendre la programmation aux enfants. Pourquoi on fait ça, au fait ? Pourquoi on fait ça ? On s'aperçoit que depuis quelques années, là, avec le développement des smartphones, des tablettes, nos enfants, ils sont submergés de code, quoi. Alors, ils savent installer une application même si vous avez mis un code. Ils savent faire ça avant de faire leur lacet, avant de savoir faire du vélo. Voilà. Ils sont hyper consommateurs. Voilà. Est-ce que c'est pas YouTube, un problème ? Deezer et Facebook, mais ils font pas la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Ça, c'est un problème. Non ? Ah bon ? Non. Et oui, d'un point de vue... C'est moi le chef. Oui, non. D'un point de vue un peu plus personnel, et je pense que c'est valable pour un paquet de monde ici, est-ce que vous avez déjà expliqué votre métier à vos gamins, quoi ? Ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Moi, j'ai essayé de leur expliquer. Voilà, leur tête, c'était ça, à la fin. Surtout quand tu leur dis je travaille dans le cloud, dans les nuages. Ils vont dire maman, il y a papa qui a un problème. Alors après, moi, j'ai un autre gros problème. Mon problème, c'est que ces gamins-là, ils ont finalement la même idée de nous dans notre métier que la plupart des gens. C'est celle-là. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, je trouve que ça ne ressemble pas tellement. Donc l'idée, c'est pas d'en faire des armées de geeks, hein, mais l'idée, c'est de leur faire comprendre qu'un ordinateur, c'est un outil, qu'un outil, on en prend le contrôle, et qu'en plus, avec un outil comme ça, on peut faire plein de choses. Faire des choses très très créatives, quoi. On l'a fait à plein de Devox for Kids. Voilà, on utilise des robots, voilà. Juste d'utiliser Nao, ça leur apprend qu'un robot, c'est pas Terminator, ça sait pas faire tout seul. Avec les Makey, on fait plein de choses sympas, on fait des guitares en carton. Mais qui font marchent. de la vraie musique. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est... Aujourd'hui, on est plus ou moins 80 équipes réparties dans le monde entier. Sur quasiment, vous voyez là, presque les 5 continents. On commence fortement à avoir des équipes, beaucoup d'équipes qui se créent en Afrique. Donc c'est toujours très important aussi d'aider les pays en voie de développement. Et les pays en voie de développement sont très importants aussi parce que c'est leur futur qui se crée. Et on a plus ou moins 250 événements déjà. On a eu plus de 6000 enfants déjà qui ont participé à des Devox for Kids au niveau mondial. Et merci. Mais surtout, moi, ce que je voudrais remercier, c'est toutes les équipes, toutes les personnes, dont les équipes Devox for Kids, les jugs partout dans le monde, les personnes qui viennent se proposer tous les jours en demandant est-ce qu'on peut vous aider, les sociétés qui nous aident beaucoup, qui nous demandent aussi comment est-ce qu'on peut vous aider. Et donc, je voudrais remercier toutes ces personnes-là, toutes ces sociétés. Certaines sont présentes aujourd'hui, cette semaine à Devox. Et je voudrais qu'on leur fasse un très gros applaudissement parce que sans eux, sans ces personnes qui prennent sur leur temps de travail, sur leur temps de famille, consacrent beaucoup de temps aussi à aider les enfants parce que ces enfants-là c'est la prochaine génération. Ce seront probablement des futurs ministres parmi eux, des futurs présidents de la République. Non, mais sérieux. Des juges qui, eux, vont prendre demain des décisions qui vont faire passer des lois sur notre avenir numérique. Et donc, il faut les conscientiser, il faut leur apprendre. Et bon, il y a aussi des gens parmi ces enfants-là qui vont avoir des métiers autres qu'informaticiens, mais il faut aussi leur montrer que l'informatique, connaître un peu la programmation, pourra leur faciliter la vie dans leur futur métier, quel qu'il soit. Merci. Donc Devox for Kids, c'est plus de 247 événements à l'heure actuelle. C'est des récompenses. Ouais. Si, quand même. Ouais. C'est des ministres qui passent quand même, donc ça intéresse plus loin que la sphère ici présente, geek. Et c'est des écoles qui viennent à Devox for Kids. Moi, j'ai eu pas mal d'enseignants qui sont venus et qui organisent maintenant leurs propres événements. Et voilà, la semaine prochaine, par exemple, à Evian, il y aura un mini Devox. Voilà. 450 enfants, parce qu'ils ont commencé à utiliser Scratch, Timio, plein de robots depuis le début de l'année, après être venus à des Devox for Kids et voir ce qu'on a fait. Et donc la suite, c'est samedi avec le prochain Devox for Kids de Paris, où on va avoir à peu près 70 enfants si tout va bien. Il reste quelques places, pas beaucoup, des places ados notamment. Donc si vous voulez vous inscrire, on a un Eventbrite, vous avez toutes les infos sur notre compte Twitter, sur notre site web, etc. Et je crois même qu'il y a une partie sur le site Devox.
Et donc faites vite, parce que je crois qu'il reste 8 places ou un truc comme ça. Et donc on aura des enfants, on a 3 sessions. On a une première session le matin pour les enfants de 4 à 6 ans, une l'après-midi pour les 7-10 ans, et puis les ados de 11 à 15 ans, eux, vont faire toute la journée. Et donc je remercie d'ailleurs au passage l'école Aston qui nous accueille de manière fantastique en nous fournissant des salles, du matériel et des bénévoles en plus. Je remercie tous les bénévoles qui sont dans la salle ou dans les overflows et qui sont à fond pour samedi. Et j'espère vous voir nombreux avec vos enfants. Alors, si vous voulez en savoir plus, cet après-midi, on a une conférence à partir de 17h, je crois, de mémoire. J'ai plus la salle, par contre. Et sur le Hackergarten, cet après-midi, je serai avec le matos, donc on pourra faire quelques démos. Et on a le BOF d'Evox for Kids toute la soirée. Bravo. Merci encore d'Evox aussi pour l'accueil. Vraiment, merci. L'initiative de Devox for Kids, ce qui est chouette, c'est que derrière, on se dit, ces enfants qui ont 14-15 ans, un jour, ils auront 25 ans, et un jour, ils ont 30 ans, ils seront chauves, et j'espère qu'ils ne seront pas chefs de projet. Donc voilà, on investit pour l'avenir. Et les Hackergarden sont par là, on vous le rappelle. Et puis, à nous de dire merci. Alors là, c'est le moment où on fait merci. Donc merci la vidéo, merci ceci. On se prend pour Patrick Sébastien, on va faire tourner les cervelettes. On fait tourner les cervelettes. Oh là là. Ouais. Oh là là. Donc merci effectivement au Palais, aux équipes vidéo, au Polo Rouge. Donc il y a une équipe avec des polos rouges qui nous aident. On fera une photo avec eux demain sur scène. Du matin tôt au soir tard. Merci à Karine. Je sais pas si elle est là, Karine. C'est vraiment notre pilier. Elle non, est pas là. elle n'est pas là. Karine, elle bosse. Elle bosse, voilà. Pendant que nous, on fait les clowns. Merci à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a notre ami Arnaud qui s'occupe du Call for Paper et c'était pas facile. Donc merci Arnaud, on a un cadeau pour toi. Ouais, parce qu'Arnaud, il aime bien jouer avec Twitter, donc il dit, moi je lui dis regardez le t-shirt d'Evox France, et puis il dit j'aimerais bien avoir un rose avec des paillettes. Donc Arnaud, on est heureux. Viens chercher ton t-shirt rose à paillettes. Voilà. Alors, le thème des engrenages. Dans la lumière, c'est mieux. Ouais, le thème des engrenages de cette année, c'est pour vous expliquer qu'on ne fonctionne pas tout seul d'Evox France. C'est pas Zouer, Nicolas, Antonio tout seul. C'est 38 bénévoles aujourd'hui, c'est 13 bénévoles, c'est des gens comme Karine pour l'organisation, Arnaud pour le programme. Et les engrenages, on trouve que c'est un symbole, ça va, pour vous expliquer comment vous êtes assis aujourd'hui et que vous êtes en train de regarder cette keynote. Donc Arnaud, on te remercie pour le boulot sur le programme. Super. Et il a perdu tous ses cheveux, le pauvre. Allez, bisous Arnaud. Et tu reviens l'année prochaine ou pas? Bien sûr. Bon, c'est bon, yes. Et puis un merci à nos sponsors. Vous pouvez pas imaginer à quel point ils nous aident. Est-ce qu'il y a des gens d'Oxiane dans la salle qui ont accueilli 889 personnes qui sont venues via la formation professionnelle? Je pense, il y en a une là. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de bosser. Merci à Oxiane. Ils sont en train de bosser. Vraiment. Oxiane, c'est notre partenaire formation. Donc il y a la moitié d'entre vous qui passent par eux. Ils font un boulot dingue. Merci. Merci aux sponsors, les Platinum qui ont des super stands, et les autres aussi, les Gold aussi, ils ont des super stands. Alors je vais pas tous les citer, parce que si j'en cite un et pas l'autre, après ils vont me vilipender. Donc on a des Gold, on a les Silver, ils sont tous là, on a des bronzes, et puis ce soir on a le Meet and Greet, c'est aussi sponsorisé par Sonar Source, AXA et MangoPay. Depuis l'année dernière, on a des villages start-up, donc on a des petites start-up là sur des chaises et des tables. Ils sont tous là, donc merci à tous les sponsors qui font que Devox peut être ici au Palais des Congrès. Voilà. Bon, et maintenir un prix de place acceptable. Tout à fait. Merci aux speakers, aux 200 et quelques personnes qui sont là. Il y en a qui viennent de loin. Merci au User Group. Vous savez que nous, on vient du Paris Java User Group. On est toujours maqué avec tous les Java User Group de France et de Navarre, mais aussi le Scala User Group, le JS User Group qui vient de forquer. Oui, Enfin bref, toutes les communautés qu'on aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et surtout, merci à vous d'être là chaque année. À vous, ouais. Ceux qui sont là depuis 5 ans, ceux qui vont revenir pour la 10e année, merci à vous. Vraiment, merci.
Et on vous donne les dates, déjà de l'année prochaine. Vous les avez donc du 5 au 7 avril. Save the date. Save the date. Et on va passer la main à notre ami Charles qui va leader les keynotes. On vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Charles. Non, c'est bon, normalement, j'ai... Parce que tu sais, la dernière fois, j'avais fait un peu le zouave, le déguisement, et puis j'avais quelques retours. Non, je crois pas. J'avais quelques retours dans le mode c'est sympa, mais s'il te plaît, fais un truc plus classique. Alors je me suis cassé la tête, je me suis gratté. Qu'est-ce que ça peut bien être que plus classique? Je passe toujours mon temps à bouger. Bon, d'abord, là, c'est pour ceux qui connaissent le jog autre. Moi, quand je viens là, j'ai vraiment les boules. Donc il faut que vous m'applaudissiez. Voilà. Merci. Donc, on disait, s'il te plaît, Charles, plus classique. Alors bon, qu'est-ce que c'est plus classique? Bienvenue passionnés à ce nouveau Devox. Encore une fois ensemble, pour étendre nos savoirs, il faut se rappeler ce précieux paradoxe que la responsabilité est liée au pouvoir. Et que nul n'entre ici qui ne soit géomètre, comme Platon l'a écrit pour son académie. Nous, c'est plutôt de code ou bien d'algorithmie qu'en venant à Devox, nous deviendrons des maîtres. Mais restons un peu humbles, car si nous progressons, c'est du dos des géants que nous nous élevons. Le thème de cette année est assez ambitieux, car c'est de société que nous allons parler. Nos keynoteurs illustres et souvent retweetés vont dire que nos claviers construisent, et c'est tant mieux, une nouvelle société pleine de nouveaux enjeux. C'est cool. J'ai un genou électronique sur Windows, si ça bug, vous me ramassez. Pas de problème, on va trouver. Et je vais devoir rester debout là, non? Non, surtout pas. Voilà. Attention que je vous casse pas tout votre bazar. Mais je vais me casser l'autre jambe là avec tout ça, non? Waouh. Yeah. Eh ben. Plus classique. C'est bon? Ouais, je suis bien. Je reprends donc mes vers, mes phonèmes et mes rimes pour accueillir en joie un précurseur du stream. Un monsieur très brillant, un homme formidable, une sommité, c'est sûr, un orateur aimable. Il est le créateur et président d'honneur d'un atelier illustre, d'une banque en 3 lettres, d'un repère de cerveau et aussi d'architecte. Héros du bio show, dont beaucoup se délectent, écoutons à présent un homme plein de talent nous parler de médecine et de ses grands changements. Il va nous éclairer avec son humanisme sur le présent qui pousse vers le transhumanisme. C'est pour moi un plaisir et un immense honneur de présenter Jean-Michel Billot en premier orateur, qui va du Minitel à la Légion d'honneur. Frappons nos mains très fort, acclamons-le, c'est l'heure. Il faut que je prenne ça? Ah, pardon. Normalement, c'est votre nom. Eh ben. Le son. Vas-y, hop. Ah. C'est un problème de compatibilité avec votre chambre. Tiens, vas-y. Oui, bon, écoutez, je suis ravi d'être là. C'est bien la première fois que je vois cette salle que j'ai bien connue dans le temps se remplir 5 minutes avant l'heure d'ouverture. On est en France, les gars, ils arrivent toujours à la bourre. Je suis très étonné de ce panégyrique que vous me faites.
Merci de rien dire à Madame Billot, parce qu'elle croit que j'ai été fondé de pouvoir dans une banque 1.0. Donc il ne faut pas lui parler de mes frasques numériques. Alors, on m'a demandé de vous expliquer un peu ce qui se passe dans la e-santé. Et j'espère que vous, les développeurs, qui êtes, si je puis dire, le sel de la nation, vous allez vous y mettre rapidement, parce que sinon, notre système de santé va être disrupté à échelle de 10 ou 15 ans. Alors là, j'ai préparé un certain nombre d'URL, je ne sais pas si je pourrais tous les passer, parce que je n'ai pas beaucoup de temps quand même. Et je vais essayer de vous expliquer un peu ce qu'il y a. D'abord, je pense que l'humanité est en train de faire sa troisième grande révolution. Après la révolution agricole, il y a un certain nombre d'années, la révolution industrielle, et ce que j'appelle, moi, la grande disruption. Et donc j'ai écrit ça pour mes petits-fils, parce que je ne voudrais pas qu'ils soient, comment dire, vérolés par l'éducation nationale. Et donc, à chaque révolution que nous avons faite, il y a toujours des gens qui ont inventé des technologies, comme aujourd'hui, et ils ont obtenu un certain nombre de choses de ces révolutions. Dans la révolution agricole, ils ont eu en masse des protéines à domicile, ils avaient leur garde-manger à domicile, alors qu'avant il fallait courir la pampa pour avoir des protéines au jour le jour. La deuxième révolution, c'est d'avoir des produits, j'allais dire, aux lois des rendements décroissants, pas très chers pour tout le monde, par exemple cette petite bouteille d'eau qui coûte pas très cher. Et la troisième révolution dans laquelle nous sommes en train de rentrer, je ne suis pas sûr, mais certains disent que nous n'allons plus être malades. Ce qui est quand même très important. Donc j'édite effectivement une newsletter sur la e-santé que vous trouverez ici sur mon blog. Hein. Donc j'en ai édité une bonne dizaine. Et en France, je suis reconnu comme étant l'acteur, le spécialiste de la e-santé, alors que je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Je sais à peine écrire du code HTML, à peine. Et donc, c'est marrant tout plein ce qui est en train de se passer dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est très rapidement? Eh bien, vous avez notre ami Charles, là, qui, malgré sa toge romaine, quand même un peu balèze, si je puis dire, et à vue de nez, il doit faire 100 000 milliards de cellules, à peu près, comme ça, à vue de nez. Chaque cellule, dans chacune de ces cellules, par certaines, il a un noyau. Et dans ce noyau, il a son génome. 23 paires de chromosomes, c'est son operating system. Or, vous comme moi aujourd'hui, vous n'avez pas pu intervenir sur votre operating system parce que c'est Dame Nature qui nous a fabriqués. Hein. S'il voulait avoir des cheveux blonds, il ne pouvait pas. Eh bien, peut-être qu'il va pouvoir, et ceci, naturellement, pose un certain nombre de problèmes d'éthique. Les Chinois, ils en ont rien à foutre, mais c'est beaucoup plus important que le climat. L'OGM, enfin l'être humain modifié, j'allais dire, va avoir un certain nombre de problèmes. Donc alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, ces cellules que vous avez tous se divisent, c'est pour ça que vous grandissez, et c'est pour ça que vous mourrez d'ailleurs, se divisent en moyenne toutes les 6 semaines dans votre corps. Vous n'en avez pas conscience. Et en se divisant, le génome fait des erreurs. C'est-à-dire que la duplication se passe mal. Et si ça se passe mal, il peut y avoir des problèmes. Alors aujourd'hui, il y a des millions d'erreurs qui sont faites dans votre corps tous les jours. Vous n'en avez pas conscience, mais le corps est fait pour justement essayer de les régler. Mais certaines erreurs sont dramatiques. Par exemple, sur le gène BRCA1, parce qu'ils ont tous des noms, hein, vous avez 20 à 23 000 gènes, mais on ne connaît pas encore tout la mécanique. C'est le gène sur le chromosome 4 d'une femme. Si ce gène diverge, c'est le cancer du sein à 97%. Alors vous allez me dire, ok, d'accord, comment on peut le savoir? Bien, on peut le savoir par le séquençage génomique. Et une fois qu'on le sait, est-ce qu'il faut faire comme Madame Angelina Jolie, qui, elle, a fait son séquençage génétique et s'est fait couper les seins, puisqu'elle avait le BCR1 qui était modifié? Ou est-ce qu'il y a d'autres techniques? Qui connaît Emmanuel Charpentier? Je ne sais pas si je l'ai mis d'ailleurs, là. Non, personne? Bon, dites-moi, il faut sortir le week-end, là. Madame Charpentier est une biologiste formée en France, née à Juvisy, qui a travaillé à l'Institut Pasteur, mais manifestement elle s'y emmerdait, avec les gars du CNRS, etc. Et est partie au Fraunhofer Institute à Berlin, puis ensuite en Suède, je ne sais plus où. Et avec sa copine Jennifer Doudna de Berkeley, ils ont trouvé, un peu par hasard, une technologie de ciseaux génétiques. Donc vous avez un fœtus qui a telle caractéristique, il va lui manquer un bras, ou une main, ou je ne sais pas quoi. Eh bien, avec ces ciseaux, vous allez pouvoir modifier
à l'intérieur des cellules du fœtus, modifier les gènes qui ne sont pas bons et les remplacer par d'autres. Vous voyez où on va, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on va passer d'un mode... alors, où est-ce que je suis là? D'un mode curatif... d'un mode curatif à... Ah oui, c'est pas ça que je voulais vous mettre, mais vous allez voir, c'est marrant tout plein cette affaire. Un mode curatif à un mode non pas préventif, mais prédictif. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Parce que si la France ne fait rien, elle est out. Alors en France, on ne fait pas grand-chose, parce que, je suis désolé, vous êtes français, enfin pour ceux qui sont français, nos ancêtres, nous Français, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, et aujourd'hui, vous ne voulez pas aller mettre vos données de santé dans les grands clouds de santé américains ou autres. Pourquoi? Vous avez peur qu'une mauvaise compagnie d'assurance vous les chipe, et puis comme elle se rend compte que vous allez être malade de tel et tel, elle va augmenter vos primes. Ça, c'est la position actuellement de la France. Il vous est interdit à vous de faire votre séquençage génétique, aux États-Unis, en Belgique ou ailleurs. Si on l'apprend, vous êtes passible d'une amende de 15 000 € et d'1 an de prison, alors que votre génome vous appartient. C'est marrant, non? Enfin, c'est marrant. Alors moi, j'espère que vous n'allez pas me dénoncer. J'ai fait mon séquençage génomique, c'est 23 mois aux États-Unis, qui a été lancé par l'ex-épouse de Brin, l'un des cofondateurs de Google. Donc, je suis le 70 millième être humain à me faire séquencer. Ce n'est pas un séquençage complet. Je l'ai fait pour apprendre comment ça fonctionnait de chez moi. Et donc, je vais le refaire. D'ailleurs, maintenant, parce qu'il y a d'autres startups qui arrivent, dont une startup qui s'appelle Vexstock à Boston. Pour moins de 1 000 $, ils font le séquencement complet de votre génome et ils font l'interprétation de chacun de vos gènes. Vous voyez où on va. Et donc, la précision de médecine a été lancée par le président Obama il y a 2 ans à peu près. Et cette précision de médecine, c'est on va vous soigner en fonction de votre personnalité, de votre métabolisme, etc. C'est plus comme dans le temps avec les Big Pharma qui faisaient une molécule qui était valable pour tout le monde. Maintenant, c'est de la précision de médecine. Là, je vous ai mis, je ne voulais pas vous le mettre tout de suite. Là, c'est les Chinois qui arrivent en grand. Là, ce type-là que vous voyez, c'est le mec qui a créé en Chine le BGI. Je ne sais pas si je l'ai mis, là, celui-là. Organovo, Scanadu. Non, je ne l'ai pas mis. Ça, j'y viendrai après. C'est le Google de la biotech au niveau mondial. Ce mec-là, en Chine, il a fait une première levée et sa valorisation aujourd'hui est de 1 milliard. Ce gars-là va tout séquencer. Votre génome, le génome des animaux, le génome des plantes, parce qu'il n'y a pas que votre génome, il y a les microbes que vous avez dans votre corps, parce qu'ils sont beaucoup plus importants que le nombre de cellules que vous avez, il va tout séquencer. Et il est en train de passer des accords avec Tencent. Tencent, c'est celui qui a lancé le plus grand réseau social au monde, qui s'appelle WeChat. Et on va voir arriver maintenant les réseaux sociaux dans la gestion de votre santé. Et donc, ceci va obliger les Américains à se bouger. Donc, Facebook va arriver dans ce domaine. Vous avez déjà Google, IBM, etc. Donc, si j'ai le temps, je vous en parlerai. Et donc, la base de la e-santé, ça va être très probablement la génétique. Donc, en France, on est un peu à la bourre parce que les mandarins, ils sont contre, enfin, etc. On est contre, ils vont perdre le chiffre d'affaires de la chimiothérapie, etc. Bon. Mais ce n'est pas tout. Vous allez mettre dans un cloud, à terme, mes petits-fils d'ailleurs feront ce que je vais vous dire. D'abord, séquencement génétique 2 fois par an pour voir ce qui a bougé dans votre corps au niveau des gènes. Deuxièmement, vous allez avoir les internets des objets de santé. Et là, vous allez remonter, c'est l'épigénétique, comme on dit ça, vous allez remonter de chez vous, vous allez faire une analyse de sang. Et moi, j'ai 2 problèmes, j'ai l'urée et je suis proche du diabète 2, mais on me dit, quand je demande à mon toubib, ok, je suis proche du diabète 2, mais de combien? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, personne ne peut me répondre. Donc tout ça va remonter et va être agrégé à votre donnée de santé. Et sur ces grands réseaux qui sont en train de se mettre en place, en Chine ou ailleurs, eh bien, vous allez avoir des millions de gens qui vont faire la même chose. Et là, on va faire tourner, troisième élément, le big data et le deep learning. Et donc, on va mouliner tout ça. Et l'objectif de ces gens-là, des Chinois, mais des autres dont je vais vous parler après, c'est de trouver le process du cancer et le procès du diabète 2, enfin de tout ce qui frappe la nature humaine, etc. Et donc d'éviter
de mettre à la poubelle, si je puis dire à terme, la médecine traditionnelle que l'on a depuis Hippocrate. Autre point que vous allez avoir, c'est votre dossier médical de santé. Vous savez qu'en France, en 2004, on a lancé le fameux DMP, qui ne marche toujours pas d'ailleurs. Vous savez combien ça nous... Qui rigole là? Il y a peut-être des gens d'ailleurs parmi vous qui ont travaillé sur ce bazar. Les gens qui savent me disent que ça nous a coûté plus de 1 milliard d'euros d'argent public que l'on a mis pour l'instant à la poubelle. C'est un peu comme Louvois, vous savez, le logiciel pour payer nos soldats, c'est 442 millions d'euros à la poubelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants aujourd'hui sont infoutus de gérer des programmes de ce type. Alors que vous savez le faire, ou vous sauriez le faire. Donc ensuite, vous allez avoir votre dossier médical que vous allez avoir sur votre... alors, c'est pas le mien, celui-là, hein, que vous allez avoir là-dessus. Et puis, on va vous dire, vous allez relever votre dossier, comme vous relevez vos mails, en disant, voilà, tout va bien, mais faites gaffe quand même au sel, parce que ceci, parce que cela, ou le truc sucré. Dernier point que la plupart des gens ne connaissent pas, vous allez avoir... Alors là, j'ai dû le mettre, là, quand même. Research artificiel... Bon, je ne l'ai pas mis, mais ce n'est pas grave. Vous allez avoir des spectromètres de poche. Aujourd'hui, c'est des matériels à côté. Demain, ça sera là-dedans. Hier soir, on m'a invité très, très sympathiquement au restaurant Le Sud, là, et puis on nous a servi du pain, par exemple, au départ. Eh bien, j'aurais mis avec mon spectromètre de poche sur le pain, et en l'espace de quelques secondes, il m'aurait dit « Ah, bien dans cette matière organique, il y a X% de pesticides, tant de glucides, tant de lipides, etc. » Ceci va être lié à mon dossier médical personnalisé et on va me dire « Ah, Jean-Michel, faites gaffe, vous êtes proche du diabète 2 à 5%. » Enfin, ou n'importe quoi d'autre, hein, ou le gros gâteau que j'ai mangé hier parce que notre ami Charles m'en a apporté un gros. Et donc, on va vous dire. Et là, on va se rendre compte que, d'une part, avec ce genre de choses, l'être humain, le monsieur lambda, va savoir exactement ce que l'industrie agricole alimentaire vous met dans vos assiettes. Et là, ça va faire mal, parce que le peuple va être informé, alors qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Et deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que l'être humain est un être mathématique. Et aujourd'hui, c'est compliqué à comprendre, ce genre de bazar, mais on va vous dire, écoutez, si vous mangez votre métabolisme, vous mangez trop de sucre, ou trop d'alcool, ou trop de ceci, ou trop de cela, votre métabolisme va être complètement modifié à hauteur de X%, donc ça va être des fonctions, je pense, mathématiques, ça c'est à l'échelle de 10 ou 15 ans. Donc voilà, si vous voulez, la grande révolution de tout cela. Alors qu'est-ce qui se passe dans les pays? Je vous ai parlé de la Chine, je vais vous parler de l'Angleterre. Monsieur David Cameron, qui n'est pas un bœuf, a lancé il y a 2 ans Genomics England. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ils sont en train de séquencer des malades cancéreux ou des maladies génétiques à partir de 11 hôpitaux anglais, et ils mettent tout ça dans un seul et même cloud. Alors qu'en France, nous avons 80 data centers de santé autorisés par le gouvernement. Et donc c'est une connerie, parce que vous n'allez pas pouvoir faire tourner du big data sur toutes ces données. Ensuite, ils ont mis en place un comité de scientifiques, dans lequel il n'y a pas de médecins, il n'y a que des PhD ou je ne sais quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? Et puis, alors, vous irez voir, c'est assez marrant tout plein. Et ils ont créé des vidéos. Cette vidéo, je ne vais pas vous la lancer, parce que sinon, j'en ai jusqu'à ce soir. Et il explique aux Anglais, c'est quoi la génétique. Et nous, en France, je peux offrir à main levée qui connaît bien la génétique. Bon, il faut sortir le reste, le week-end. Et donc, c'est dramatique, on ne connaît pas. Donc, vous avez les Anglais qui sont en train de faire ça. Je vous ai parlé. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous avez l'Irlande qui se joint aux Anglais. Vous avez l'Islande. L'Islande a une start-up génétique qui s'appelle Decode, qui est absolument remarquable, qui se joint aux Anglais. Les Écossais. Illumina, c'est une start-up américaine qui fait des séquenceurs professionnels. En Chine, vous irez voir sur Wikipédia, vous tapez BGI, vous allez voir les photos des séquenceurs professionnels. Il y en a des rangées et des rangées. C'est parce que les Chinois séquencent tout. J'estime aujourd'hui qu'il y a probablement autour de 15 millions d'êtres humains qui se sont fait séquencer. Alors, le séquençage, c'est une base 4, ce n'est pas une base 2. Donc, un TCG, etc. Bon, si je vous explique tout ça, on est mal barré. Surtout que je ne comprends pas tout de suite. Et donc,
les Chinois séquencent sur ces 15 millions ou 20 millions d'êtres humains qui sont faits. J'estime que les Chinois en ont fait 30%. Donc c'est la course à l'échalote en ce moment pour savoir qui va résoudre le problème des maladies des êtres humains à base de data et non plus à base de molécules, plus à base de chimie. Donc voilà, si vous voulez un peu, je ne sais plus combien de temps il me reste d'ailleurs, je peux vous montrer. Voilà, j'ai un copain. Si, j'ai un copain. Ah, si, il faut que j'en parle. Après, il faut que je vous parle de... C'est toi qui m'as dit d'en parler, de la primaire.org. Parce que je me présente. J'ai un copain qui s'est barré, c'est un biologiste émérite, qui s'est barré à San Diego, parce que San Diego, c'est un peu la Californie de la chose, enfin la Silicon Valley de la chose. Et ce monsieur, voilà, vous allez pouvoir faire, vous faites votre séquençage génétique où vous voulez, lui, il va reprendre, il va vous mettre ça dans votre iPhone aujourd'hui, mais dans n'importe quel smartphone. C'est vous qui allez être propriétaire de vos données. Alors qu'aujourd'hui, tout un tas de gens essayent d'être propriétaires de vos données. Au même titre que Facebook est propriétaire de ce que vous racontez et gagne de l'argent avec ce que vous racontez. Et bien là, ce monsieur m'a donné l'exemple, vous le verrez sur le BioShow par exemple, je l'ai interviewé, il m'a donné l'exemple de Starbucks. Starbucks voudrait étudier le métabolisme de 10 000 personnes, noirs, blancs, grands, petits, hommes, femmes, etc. Et il va demander à M. Portable Genomics de lui trouver des gens qui sont capables, de façon anonyme, de donner leurs données. Et bien sûr, il m'a donné l'exemple que Starbucks paye 1 000 $, par donnée. Et moi, sur les 1 000 $, il me refile 500 $. Donc mes données génétiques, mes données de e-santé vont me rapporter des sous. Mais pour faire ça, il va falloir que vous vous remuez, vous. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir par les grands réseaux, etc. Alors, je vous ai parlé de la ligne globale de la e-santé. Vous avez aussi des startups qui fabriquent avec vos cellules souches votre foie. Vous avez trop bu de whisky à la compagnie bancaire dans le temps, monsieur Alain, donc votre foie est abîmé. Et bien maintenant, on va vous le refaire avec du 3D bioprinting. Donc vous verrez là-dessus ce qu'ils font. Vous avez des startups russes qui s'y mettent pour les glandes thyroïdes, etc. Alors ça aussi, là je vais passer en revue, Xanadu. C'est un Belge en plus. Excusez-moi Stéphane, je ne sais pas où il est. C'est un Belge qui s'appelle De Broeker, il faut le faire quand même, qui est du côté de la Silicon Valley. Il a inventé un machin qui s'appelle le Scout, qui est un analyseur médical de temps réel. Ah bon, d'accord. Oui, temps réel. Donc vous le mettez là-dessus. Il a demandé 100 000 €, je crois, sur Kickstarter, et aujourd'hui, il est à 1 million €. Donc ça va être, il va commencer à lancer ça. Donc il vous analyse toute votre santé. Vous avez une autre start-up corse en France, qui s'appelle LC, qui vous analyse avec une petite goutte de sang votre métabolisme en temps réel. Alors ça, je ne sais plus ce que je vous ai mis. Ah ouais. Alors aux États-Unis, moi, je me suis intéressé à tout ça parce que quand j'étais amputé de ma jambe, à cause d'une connerie du système de santé français, excusez-moi du peu, vous savez qu'en France, on fait en gros entre 600 et 700 000 erreurs médicales par an qui conduisent à 30 000 décès. Ce sont des chiffres officiels, mais que naturellement, on ne vous dit pas. Donc, je me suis intéressé à la génétique, comme mon toubib m'a dit que ma rupture d'anévrisme poplité était due à un problème génétique. Et j'ai appris plus tard que quand un médecin français ne sait pas, il dit que c'est génétique. Alors aujourd'hui, vous leur dites que la génétique va jouer un grand rôle, il me dit non, ça ne sert à rien la génétique. Ils vous disent ça, les mecs. Hein. Et donc, je me suis intéressé à tout ça et j'ai vu arriver en 2011, à partir de 2011, les startups américaines. Il y en a aujourd'hui probablement autour de 1500 dans tous les domaines. Et ces gens-là, je ne sais pas si vous trouvez, ont investi là-dedans, en gros, depuis 2011, un peu plus de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars dans la e-santé. Alors là, par exemple, sur le premier trimestre de l'année, ils ont investi... alors, je ne sais plus si je l'ai... Ouais, ah bah si, voilà le slide. Donc, ça démarre en 2011. Donc, en 2011, ils ont fait 1 milliard, puis 1,5 milliard, plus 2 milliards, plus, etc. Donc, vous faites le total, ça fait plus de 10 milliards. Et chaque grand centre américain, je vais arrêter, a un incubateur e-santé. Pourquoi vous ne créez pas un incubateur e-santé? Alors, je vais terminer...
artificiel pancréas, enfin vous voyez. Alors voilà ce que me dit M. Vinod Khosla, qui est l'inventeur de Sun Microsystems, j'en ai entendu parler. Ce monsieur vous dit que dans 10 ans, on a besoin de 80% des médecins traditionnels. Et je terminerai par une annonce publique, et puis après j'y vais. Vous connaissez Thibaut Fabre, qui n'est pas parmi vous aujourd'hui, qui est quelqu'un de chez vous. Et Thibaut a mis sur pied une plateforme qui s'appelle laprimaire.org, qui est absolument remarquable. Je parle au niveau technique. Il assemble en fait des apps qui viennent d'ailleurs, Telegram, Trello, etc., etc. Et figurez-vous que j'ai décidé de me présenter à la primaire. Merci, merci. Vous passez les nuits debout, non? Hein? Vous passez les nuits debout, non, c'est ça? Vous passez? Bon, d'accord. Et donc j'ai fait mon programme. Donc vous allez sur la primaire. On a une centaine de gens à se présenter à aujourd'hui. Hier, j'ai regardé, j'avais 270 soutiens. Il m'en faut 500 pour être éligible. Et je suis président de la République française, ce dont je doute, mais on ne sait jamais. Eh ben, je vais vous faciliter votre boulot. Merci. Merci. Merci beaucoup. Hein? Impeccable, vous inquiétez pas. Ouais. Et bonne chance dans le futur. Ah. Bon. Ok. Je vous accompagne. C'est sympa. Je vais besoin de... Ouais. Test. Si vous avez un doute, il faut applaudir. Ça va? Bon, tout à l'heure j'ai fait, alors on continue. Classique. I have to confess, it will be too complex not to sing this tune and make you too perplex. To present in English, will I avoid gibberish? Joel Spolsky is really so famous. He is a great founder, he is so glorious. He built so many tools that we use every day, from Excel to Trello, and of course we all know the Stack Overflow. I told you just before, he'll help us all the way. Ça va, vous me comprenez? He's an American. He's also a writer. He's an engineer and, of course, great speaker. At Devox on this day, and for you, audience, he'll do the honor to share some of his science. Please applause, please welcome. We are really lucky that he agrees to come. Applause Joel Spolsky. Do it strongly, do it so. Thank you, Joel Spolsky, to speak to us now. Thanks. Wow. Thank you for coming. Imagine for a second that you had a slightly easier job of driving a taxi. So in a taxi, when you turn the wheel to the right, the taxi goes to the right. And when you turn the wheel to the left, the taxi goes to the left. Pretty much 100% of the time. Now, imagine that the designers of CSS had designed a user interface for a taxi. So now you turn the wheel to the right, and sometimes it goes to the right, and sometimes the radio goes on. And if you turn to the right on the way out of the airport, the trunk opens. And one day you're turning the wheel to the right, and the whole taxi literally disappears without a trace. Poof, you're just sitting on your butt in the road, wondering where the taxi went. Now you don't know why this happened.
maybe it's because your passenger was wearing a shirt with stripes and you don't know and you will never figure it out. The taxi disappeared and the passenger disappeared, so there's no way to debug it. And this actually is what life is like every day for developers. And that's why programming is so hard. If you follow developers around and watch what they do all day long, this is what you see them doing. The first thing that you would notice is that 5%, it's the official number, I just made it up, 5% of their time is spent typing code into computers. The other 95% is spent, well, in meetings, but also trying to figure out why the perfectly straightforward code that you just typed is not doing the perfectly obvious thing that you expected it would do. Programmers are very, very literal. They have to have everything explained to them down to the smallest detail, and then they do exactly what you told them to do, especially when it's not what you wanted them to do. The way I sort of explain this to non-programmers is to use the Siri example. You say, "Hey Siri, is it raining?" "No, Dave, it's sunny today." Okay, so now you wear a t-shirt and you go outside and it's pouring and it's cold and you get wet. Why did this happen? I don't know. Maybe you turned off location services and Siri didn't know where you were and just assumed you're probably in Cupertino, California, or something very logical like that. You still don't know why. You say, "Siri, why didn't you tell me it's raining?" And Siri says, "I don't know what that means, Dave," even though your name isn't Dave. So you say, first of all, stop calling me Dave. And second of all, why did you tell me it wasn't raining? Why did you say it was raining? Why didn't you say it was raining? And then Siri didn't even reply because you didn't start the sentence with, "Hey Siri." And all this is hilarious. But if you're a developer, you are used to having this kind of crazy conversation with mentally challenged trash cans all day long. So how do we deal with this besides just going crazy? I actually know some companies that have hired psychiatrists for the developers. The way you deal with this is that you ask people for help. You could ask your coworkers, or you could ask the whole internet, and the whole internet doesn't smell bad. So that's where we get these online discussion forums, and we've had sort of several generations of ways to get answers to your programming questions. You know, the first big generation was Usenet, and the second big generation was Experts Exchange, and now we're in the Stack Overflow generation. You ask your question, you say, "Hey, I came out of the airport, I turned right, the trunk opened, what's going on?" Hopefully somebody knows why, and they answer your question. These various internet discussion forums, of which there have been many, filled up with a bunch of answers. Even before you have a chance to ask them, you would just search, what is that thing called? Google. You would search Google, and you would find somebody 2 years ago asking the same question. "Hey, I came out of the airport, I turned right, the trunk opened." And you would already find the answer without even having to ask it. And so these online forums were really magical. Developers all over the world had gotten together spontaneously on the internet, helping each other out, sharing their knowledge, answering each other's difficult questions. Everybody wins. For a long time, the biggest of these online forums was called Experts Exchange. And in the middle of the original .com crash, the company that owned Experts Exchange ran out of money. They had thousands and thousands of programmers all over the world voluntarily answering questions on the site, and they couldn't figure out how to make money out of this. So they almost closed down, and at the last minute, new owners appeared. They bought the company, and they solved the how do we pay for this problem by putting up a paywall. And the paywall said, "Hey, we have your answer. Somebody has already figured out how to keep the trunk from popping open on the trips when you get out of the airport. But if you want to actually read the answer, you have to become a member for the low, low price of just $29 per month, US currency or equivalent, payable in advance, MasterCard and Visa welcome." I don't really have slides, but I'm going to keep this up there because it's important. This pissed off developers. This made developers very angry. We developers were offended by being asked to pay to read our own answers that we ourselves had written. And then they added insult to injury, and they told us that if we did enough work answering questions for them for free, we could get a month of access. Thanks a lot, guys. So, 2008, Jeff Atwood, who you know of as Coding Horror, and I
got together and we decided to put Experts Exchange out of business. And that is why we made Stack Overflow. Now, by that time, I'd been writing my blog, Joel on Software, since 1999. So it had been about 8 years that I'd been writing it. And developers, back in 1999, outside of a few companies in Silicon Valley, developers were treated like assembly line workers. They were treated like typists. Like this is what you do is you type. There's a business super genius with an MBA, and they hire developers, and the developers type. They called them programmers then. It was perceived as something that monkeys could do. They treated us like monkeys. Not quite as nice. We didn't get bananas. We did get these dirty cubicles with the fabric walls, and that was what our offices were. And the funny thing is that the cubicles had been designed to be like the perfect place for moving paper around, which you didn't have to do anymore thanks to developers. But we still got the crappy computers. We got the slow computers with the 12-inch CRT monitors. We were ignored whenever somebody needed to be promoted. And now there's this obnoxious website, Experts Exchange. So every time we had a problem and we went there, we were told that we had to pay to read our own answers, which we ourselves had put on the internet in order to help our developers. So I don't really think that developers are just typists. Think about the. I think what they're doing is something a lot more important, and the way I describe it is it's writing the script for the future. Here's what I mean. Think about a typical day. One day I woke up, I'm wearing a little jawbone wristband, and it's monitoring my sleep somehow. I don't know how. And it decides that I'm sleeping just about as lightly as I'm ever going to sleep within a half-hour window, and so it decides to wake me up by vibrating. So even before I woke up, there's already millions of lines of code somewhere that are running on my behalf, and that's software. And when I wake up, probably most of you do the same thing, pull out my phone and start checking email. And again, I'm running about 4 different apps to check Twitter and email and all those things. And again, that's all software. That's even before I've gotten out of bed. I go to the bathroom, I brush my teeth. Now, I don't think that my toothbrush has a computer in it yet, but this is only a matter of time. When that happens, you'll be able to download Flappy Birds or whatever onto your toothbrush. I leave the house, I go to the gym. On the way to the gym, I'm listening to podcasts. The podcasts were all downloaded onto my phone overnight by software, which is running on my behalf. It was all put there using software running on my behalf. Millions of lines of code. When I get to the gym, I check in. There's a little app on my phone. Boop. I scan the barcode. It keeps track of it. I've only been awake now for 15 minutes, and already I've probably used 38 different computer programs, and thousands of programmers' work has all conspired to make this possible. Now, that is a huge change for humanity. I'm sure there are people here that take this for granted, but when I was a child, I could pretty much go from one birthday to the next without ever using software. Like, I'm pretty sure that there was a computer that printed my report card once a year, but other than that, you could go for years and years before you use software. And now you can't even make it, through the first 15 minutes of the day. You can't even make it to breakfast without millions of lines of software. And think about where that software came from. It came from developers, and the developers probably had a spec, and the spec was probably 4 pages long, and it said, make an app to check into the gym. But those four pages of spec might have gotten translated into 3,600 lines of code, of very, very detailed code. What is a line of code? A line of code is a bunch of decisions that you have to make in order to write the line of code. How many decisions are there? I don't know. Let's say that you have a function, and it takes 4 arguments. That's 5 decisions. Which function should I call, and what are the values of the 4 arguments? So each of those decisions, they're very, very, very tiny, but they add up. And so at some point, somebody has now made 18,000 decisions that correspond to 4 pages of the spec. And the 4-page spec might have answered 26 of those questions, but the rest of them came from the developer. And so all those things, the developer sitting there making those decisions is essentially, at this point in humanity, deciding what will happen in the future, how the future will work. They're deciding how I'll wake up, what time I'll wake up, what I'll listen to, whether I can play Flappy Birds on my toothbrush, how I'll check into the gym, what podcasts I'll listen to, in what order. They were literally programming the future. They were writing what you would call, if it was a movie or a TV show, you would say this is a script.
It's a detailed list of exactly what will happen. That's what developers do all day long. And these MBAs, the people that wrote the scripts or that hired the programmers 10 years ago and thought that they were so smart, they're still waking up every morning and they're sitting on their high-tech Japanese toilet seat, which probably has 8 different CPU chips in it, and they're checking their smartphone and they're making reservations on the Starbucks app so that their double latte is waiting for them. And then they're going to run the Uber app and they're going to ask Uber to, I know you don't have it here. They'll say, I'd like to be picked up in 3 minutes, please. And then Uber says, you know, I don't really want you on this side of the street. If you could cross to that side of the street, it would be so much more convenient. Like the app will actually tell you that. And then the MBA will actually cross the street because some software told them to, because some programmer wrote some code that said the MBA now crosses the street. And this is nothing. Forget about, this is just a person that actually has some control over their life. But imagine the poor person working in the Amazon factory. And the poor person working in the Amazon factory has a little arm band with a computer on it that tells them, literally, go get a number 4 box and go walk this way and follow this path and take this book off of this shelf and take that razor blade off of that shelf, put them in the box, seal up the box, put the sticker from printer 27 on the box and throw it in truck number 15. Excuse me. And this poor guy is just an output device, like a printer. Like some programmer literally had LPT1 and then the guy with walking around the warehouse doing things for me as their output devices. It's really the program that is running everything. So developers are literally writing the script for the future. They're literally saying, here's what's going to happen. And the decisions that the developers make are very, very important. It's not just whether you cross the street or not. It's not just that the Amazon warehouse program actually knows the height of each worker and does not assign short workers to pick up things off of the top shelves, which is humane, but it's also important. All those little decisions, think about those decisions now as they affect your personal lives. So think about something like Facebook. And I think everybody can think of a story on Facebook of an emotional reaction they had to something that they saw in the news feed. So, mine is that I asked a friend to come hang out with me, and he said, no, I'm really busy, I'm working too hard, I just don't have time. And then I saw that he went to a Britney Spears concert with another friend of mine, and was not actually working, and that made me sad. And then I realized that he doesn't actually like me, which is, for the next 6 months, I was sad about that. And the reason I was seeing that picture of him at the Britney Spears concert is that there's an algorithm in the Facebook code which decides what goes in the feed, and the algorithm was written by a programmer, by a developer, and it decides what goes in your news feed. And it doesn't really know that much about what's going on. It just knows, oh, here's a picture of 2 people you like. You'll really like this picture of them if I can put them together on the same picture. And honestly, it's kind of an autistic algorithm, and it just sort of decides, oh, I'm going to show you a picture of this thing. But to even say that the algorithm decides is absurd, because it's just a lot of matrix multiplication, right? It's machine learning. There's just it does about 1 million matrix multiplications, and it essentially says, I'm going to show you this picture right now, even though it's going to make you sad for the next 6 months. I kind of thought it had a 3% chance of making you happy. What do I know? So compared to just like Uber telling you to cross the street, or the Amazon guy that's just walking around everywhere based on what his wrist computer tells him, Facebook gets really, really personal. They're human beings on there. And everything in your feed is going to have, because it's people and it's your friends and it's your family, it's going to have an emotional impact. There was this study. The funny thing is that this is controversial. There was a study in 2013 that Facebook did where they took 689,000 Facebook users and they manipulated their feeds a little bit to give them either more happy stories or more sad stories. And lo and behold, they discovered that when you give people more happy stories, they're happier. And when you give them more sad stories, they're sad. And okay, so it was not a very useful scientific study. I think we probably could have guessed that. But the thing is that this caused this big controversy, and everybody said, oh my God, Facebook is manipulating us. And like, what do you think they're doing the rest of the time? Like, how do you think they're deciding what to put in your feed? Unless they were literally showing you every single thing, which they're not. There is a manipulation going on, and they just have to decide. And the best they could maybe do is maybe somebody at Facebook might say, oh, well, we should try to make the world a better place, which is maximum utility, whatever. By some calculation, let's make everybody happy with a Facebook feed. And that's even worse, right? Because imagine just the philosophical implications of if Facebook was trying to keep you happy and not tell you about sad things that turn out to be very important.
So somewhere there is a programmer that is making these kinds of decisions, and it might be something simple, like there might be somebody at Uber, I'm sure there is somebody at Uber right now that is working on a way to actually get me a car that is going downtown instead of a car that is going uptown, so I don't have to cross the street. And then I can, my life will be just that much better. And this will take, 900,000 tiny little lines of code, but they'll do it. And somewhere there's somebody at Facebook, and I don't blame Facebook because I believe that the people that are doing it are well-meaning. And somebody is trying to decide things like, can I show you a picture of your best friend if it's with somebody that you used to be a friend with but you're not friends with anymore, or somebody that you used to go out with, or your ex, or somebody that you used to be married to, or somebody that is dead. Somebody that died, what should we do with those pictures? And these decisions are really, really important ethical decisions. And when you think about the kind of philosophers that you would want to make these decisions for the script, for us, for the future, then you start to realize just how important developers are. And that's why I care about developers. I think they're not interchangeable. If you want to hire a developer to say, oh, I want a full-stack web developer, that's sort of ridiculous. You're actually casting a movie here. You're casting a movie for the future. And the developers are like the actors and the screenwriters. Those are the most important roles. And you have to find the right developer, and then you have to woo them, and you have to treat them like a celebrity. And that's why we used to say rock star developers, and it's not cool to say that anymore. But you want developers that are not just competent in the writing of the code, but who you actually trust with the philosophical, ethical, moral decisions about writing and creating the future. So I've told two little stories here. Number one, there was the story of Experts Exchange, where they essentially stole our work from us and tried to sell it back to us. And at the same time, the business world was trying to figure out why developers were not really interchangeable, and realizing that this business of just shipping out work to the third world and just saying, hey, write 30,000 lines of code for me based on my spec was not working so well. And that's where Stack Overflow came from. That's really what Stack Overflow bridges these two problems and solves these two problems. How does it work? It's pretty simple. Surprisingly, a lot of people who use Stack Overflow every day don't really get the whole picture, which is that somebody asks a question, somebody writes an answer, you get upvotes on those answers. These answers are good, and these answers are medium, and these answers are actually bad. And then those upvotes translate into reputation for that developer who wrote that first question. And that fuels Stack Overflow Careers, which is the business of getting better jobs for those developers, to identify, listen, these are the developers that are trusted by their companions, by other developers, and by their peers. And so those are the first ones you should think of hiring. And that's really kind of the grand plan, is for us to get great jobs for the developers that help out, and that's how we make money as well. And so instead of making money by essentially stealing the work of developers and then selling it back to themselves, which didn't work so well, by the way. Once they started charging money, they stopped getting answers, and Experts Exchange went down the toilet. But instead of doing that, we're charging companies that need to hire developers, or cast developers, as I like to say, and we give them kind of access to our community, and it benefits everybody. It benefits everybody. So we elegantly solve both of those problems at the same time. You write good answers, your colleagues upvote them, you get reputation, better job, boom. Now, to conclude, we're all going to have to live in the future, hopefully. I hope that we all live in a lot of future, and for many, many years. And this business about how our life is just infused with software, and we run many, many lines of software before it's even breakfast, is just the beginning. We are maybe 10% along the path of how infused our lives are going to be with software. If you're the person in the Amazon warehouse, 100% of your working day is being driven by lines of code. For the rest of us, it's just starting. And if you want your life to be happy and fulfilling and successful and non-frustrating, then you should care about who the developers are that write that software. And that's why it really matters. And Stack Overflow is the site where those developers are learning things, sharing their knowledge, and then leveling up, improving their careers, so they can fix the code, fix the algorithms, and fix the future. Thank you very much. Vas-y. Parle du tweet wall. Alors, inspiration, le tweet wall.
comme ça en live, le tweet wall, on va essayer d'en parler. Non, c'est chaud. Ah, oui, le hashtag. Eh ben, vous pouvez tweeter avec le hashtag DevOpsFR, regarder les échanges, admirer mon costume. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, effectivement, par les tweets et autres, ça va sortir de ces murs. Encore une fois, merci and thank you very much. You really enlighten us. I switch back from English to keep low the percent de la conf en anglais. Évitons les procès. Enfin, ça, on en parle demain. Accueillons maintenant une femme d'influence, une dame de qualité et de grande expérience. Écoutons, mes amis, une femme de pouvoir qui va nous enrichir, partager son savoir. Natacha Kester-Séméon, c'est ainsi que se nomme cette dame blogueuse, c'est une grande personne. De très nombreux projets, elle est cofondatrice, Humain Associé, You Are Here, Girls Power. C'est autant de projets arrivés à cette heure dont elle est l'origine, parfois l'ambassadrice. Ses actions sont légion, il y en a des qui réels. Son hashtag, pour nous, sera jamais sans elle. Accueillons bruyamment, accueillons bonne gens, notre nouvelle keynoteuse et femme de talent, Kester-Séméon de nom, Natacha de prénom. Écoutons sa leçon. Mes amis, apprenons. Merci. Merci, j'ai l'honneur d'être une des rares femmes qui intervient dans cette conférence et merci de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de un peu mon parcours et des diverses initiatives. Alors, quand j'étais enfant, j'ai été élevée dans une sorte de kibbutz cosmopolite et on m'a appris qu'il était essentiel d'apprendre à apprendre et que dans sa vie, tout était possible si on le voulait. Alors ça, c'était possible aussi pour moi parce que c'était le fait que j'avais une mère qui était à la fois intellectuelle et artiste qui m'a ouvert grandement l'esprit et qui m'a permis de m'intéresser aux nouvelles technologies sans imaginer que c'était un domaine réservé aux hommes. Donc c'était sans préjugés que j'ai pu m'intéresser à tout ça. Ce qui est assez rare, et on le voit l'importance de l'environnement qui vous incite à vous ouvrir l'esprit ou pas. Et donc j'ai découvert le web en 1994, comme vous le citiez tout à l'heure, grâce à l'association Les Humains Associés, justement fondée par Tatiana dont je viens de parler, et Salomon, ma mère. C'est une association humaniste qui réunit à la fois des artistes, des scientifiques, des journalistes et des philosophes. Et en 1994, l'un des directeurs de l'Institut national de l'audiovisuel avait créé un site internet et était présent sur le web. Et il lui a proposé, en fait, de mettre l'association sur le web. Donc je me suis retrouvée, même pas majeure, à devoir coordonner la première création de ce site web qui comptait parmi les 10 000 premiers sites de tout le web. Alors après ça, je suis devenue journaliste et j'ai participé à la création de plusieurs rubriques dans les médias, notamment d'un magazine de vulgarisation scientifique. Et un peu plus tard, en fait, j'ai ouvert ma première agence, qui est une agence familiale. Et j'étais toujours la seule femme, un peu aux environs. On était vraiment très, très rares. Alors mon parcours s'est toujours fait dans un environnement masculin, mais moi, ça ne m'a pas gênée parce qu'en fait, on m'a appris à rester ouvert, puis finalement, tout se passe bien quand on a fait notre part chacun. Et toujours ce qui m'a passionnée au début du web, c'était la mutation technologique et surtout, c'était une mutation qui allait de société, qui était sociale, qui allait de politique, de tous les niveaux, et qui allait à la fois accompagner la mutation actuelle et en même temps l'impulser, puisque c'est les deux. Alors, quelques années plus tard, j'ai cofondé un blog qui s'appelle mémoirevive.tv, qui est l'un des tout premiers vidéoblogs mobiles du monde. Et là, pareil, encore une fois, j'étais une des seules femmes. J'étais par exemple invitée par des politiques, et je me rappelle très bien une fois, j'étais invitée par le secrétaire du numérique de l'époque, Éric Besson. Il avait invité 10 influenceurs, j'étais la seule femme. Et je me suis tournée vers le cabinet en disant, mais comment c'est possible? Il y en a d'autres, certainement, je ne suis pas la seule. Et on m'a dit très gentiment, mais vous devriez être déjà content d'être là, d'habitude, il n'y en a pas. Donc c'est vrai que... Bon, ok. Et donc, plus récemment, ma société a édité aussi une application qui s'appelle Culture Click, en réalité augmentée, qui propose 1000 œuvres en haute définition géolocalisées. C'est une appli mobile, on tourne autour de soi et on peut découvrir à la fois les musées qui nous entourent et des œuvres. Et on peut faire un voyage dans le temps, par exemple, sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, etc. On peut voir des tableaux, des gravures, des photos, etc. de l'Institut de la Bibliothèque nationale de France, du ministère de la Culture et de la Réunion des musées nationaux. On était en amont de l'open data et on a réussi à ce que ces institutions nous mettent à disposition des œuvres. Ça, c'était assez intéressant. Donc, il y a 10 ans,
Voilà. Il y a 10 ans, j'ai cofondé le club Girl Power 3.0, qui est le club des entrepreneurs innovatrices et créatrices, qui sont en fait des femmes du numérique, pour faire plus simple, en 2006. Et c'est un réseau d'influence féminin qui est indépendant et qui a pour vocation de soutenir les femmes dans notre écosystème et de promouvoir leur rôle dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat. Alors, comme vous l'avez compris, il y a 10 ans, on n'était vraiment que quelques-unes, donc on a fait un travail de fond sur ces sujets-là. On s'est retrouvés régulièrement. On fait du coaching, on ouvre des portes de réseau, on prend la parole lors de conférences et dans les médias pour inspirer les femmes et essayer d'inspirer les hommes de s'intéresser aux femmes qui travaillent dans le numérique. Et donc, on a fait partie donc, des premiers à lancer cette initiative. Alors là, je voulais vous montrer une image de Ada Lovelace. Alors, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est? Oui? Ah oui, quand même. D'accord. Alors, Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron, qui a vécu au XIXe siècle, et donc sans elle, comme vous le savez, donc nombre d'entre vous le savent, le langage informatique n'aurait pas été inventé. Et donc, est-ce qu'on parle souvent de cette femme? Ben non, pas vraiment. Et pourtant, elle a inventé le premier programme informatique du monde, donc au XIXe siècle. Elle est la fille du poète Lord Byron, comme je disais, et d'une brillante intellectuelle, Annabella Milbank. Et à 18 ans, elle rencontre le célèbre mathématicien Charles Babbage, et elle est fascinée par la description de son calculateur mécanique qu'il est en train de mettre au point. Alors, ils échangent pendant des années. La machine analytique de Charles Babbage est un ancêtre de l'ordinateur, et elle invente le premier programme informatique et le premier algorithme au monde. Tous les deux, ils collaborent donc pour développer ce projet, on pourrait dire un peu software et hardware. Et dans l'article qui paraît dans une revue scientifique suisse en 1842, pour présenter la machine de Babbage, elle inclut, Ada Lovelace, des notes, et elle a compris que ces machines pouvaient exécuter des programmes et des calculs bien plus complexes que ce qu'il avait imaginé. Postulant que la machine tisse des motifs algébriques, elle met au point un mécanisme perfectionné utilisant des cartes perforées pour augmenter sa capacité de résolution des problèmes. Alors on peut dire qu'à cette époque, il y a plein de personnes qui n'ont pas vraiment cru qu'elle avait participé à cette création. On se disait, mais est-ce que vraiment un cerveau féminin était capable d'inventer un langage? Vous imaginez le contexte. Mais pourtant, Babbage a déclaré que vraiment, elle a contribué largement aux travaux, et il l'a même dit publiquement qu'elle a apporté des aspects originaux et révolutionnaires à sa machine. Alors, cette science, elle constitue le langage pour lequel écrivait Babbage. Selon lui, nous pouvons examiner précisément les grands faits du monde naturel, et c'est ce qu'on appellera plus tard, évidemment, la science informatique. Alors maintenant, on va parler d'une autre femme. Ah oui, alors pardon, j'avais oublié ce slide avec la machine. Une autre femme, alors elle, c'est Margaret Hamilton. Ça vous dit quelque chose? Ouais, bien sûr. Donc là, elle pose à côté du code, moi imprimé, c'est impressionnant, de l'Apollo 11, qu'elle a rédigé en 1969. Alors bon, sans elle, évidemment, l'homme, on peut le dire, ne serait jamais allé sur la Lune. Comme vous le savez, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Elle avait eu des brillantes idées qui ont permis de les contourner, etc. Donc à l'époque, la partie software était souvent reléguée aux femmes, car jugée moins importante. Donc, elle a raconté, quand j'ai commencé à parler d'ingénierie logicielle, l'expression faisait souvent sourire. C'était même une blague courante. Mes collègues aimaient me chambrer pour mes idées radicales. Le développement logiciel a finalement, et inévitablement, on peut le dire, acquis ses lettres de noblesse au même titre que la partie composant électronique. Alors, selon les experts, son travail était si bon qu'on lui doit vraiment le succès de la mission Apollo. Donc, Et elle est toujours vivante, elle a 78 ans et elle a une boîte aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait quand même l'applaudir, non? Hop. Alors, je fais une petite aparté et je reviens à notre époque aujourd'hui. Alors, on peut se dire aussi que la responsabilité des développeurs, des entrepreneurs dans le monde qui vient, elle est quand même assez importante. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler un peu de cette histoire avec Mark Zuckerberg récemment. C'est nous qui inventons et développons désormais des services, des applications, etc., qui ont un impact sur des millions, voire des centaines de millions de personnes. Et il y a quelques jours a eu lieu la conférence annuelle F8 pour les développeurs. Et lors de son discours, Mark Zuckerberg a taclé Donald Trump en déclarant « Plutôt que de construire des murs, nous pouvons aider à construire des ponts, et plutôt que de diviser les personnes, nous pouvons aider à les réunir ensemble ». Alors on sait qu'il prend des positions sur certains sujets, notamment diverses. D'ailleurs, il est aussi un grand militant du congé paternité. Et un employé lui aurait récemment demandé quelle était la responsabilité de Facebook afin d'empêcher une présidente Trump en 2017. Carrément. Alors là, Facebook était bien embêté. Ils ont dû publier un communiqué récemment.
où il disait que, parce qu'on peut se poser la question, est-ce que Facebook pourrait modifier son algorithme de son fil d'actu pour favoriser un candidat plutôt qu'un autre? Alors la question est loin d'être anodine quand on sait qu'effectivement il y a 1 million d'utilisateurs de Facebook. Donc c'est 1 milliard, pardon, merci. Et donc ils ont répondu à travers un communiqué que le réseau n'essayera pas d'influencer les élections présidentielles aux États-Unis, même si son PDG a une opinion politique. Nous encourageons n'importe quel candidat et les groupes et les électeurs à utiliser notre plateforme pour partager leur point de vue sur les élections. En tant qu'entreprise, nous sommes neutres. Nous n'allons pas utiliser nos produits d'une manière qui pourrait influencer les votes. Ils étaient quand même obligés de répondre à cette polémique qui est en train de naître aux États-Unis. On voit bien qu'évidemment, Zuckerberg il a un pouvoir immense aussi sur l'information et sur l'opinion, et que finalement, peut-être un jour, une plateforme pourrait influencer, prendre parti dans une présidentielle ou dans un autre sujet politique majeur. Ça laisse ses songeurs. Alors il y a cette citation d'Einstein que j'aime bien, parce qu'il dit que la manière de penser qui a généré un problème ne pourra jamais le résoudre. On voit bien qu'aujourd'hui, on doit réfléchir autrement et qu'on est à la fin d'un grand cycle dans notre société, en particulier en France d'ailleurs. C'est une mutation majeure et on peut se poser la question, donc, notamment, parmi d'autres, quelle est la place des femmes dans le monde numérique? Pendant 10 ans, donc, comme je vous le disais, notre club Girl Power 3.0, on a donc fait un travail de fond sur les nouveaux rôles modèles, les nouveaux métiers, etc. D'autres réseaux se sont créés un peu partout en France, dans les grandes entreprises. Il y a quelques progrès, c'est vrai, quand même on a un peu travaillé, mais pas un immense changement. On aurait pu s'attendre quand même qu'en 10 ans ça bouge un peu plus. Et lors de la conférence franco-américaine à l'Élysée, les conférences franco-allemandes à l'Élysée sur le numérique, François Hollande a reçu Angela Merkel. Alors on aurait pu croire, comme c'était une chancelière il y aurait peut-être qu'ils ont pensé un peu mettre des femmes dans les panels, mais non, pas du tout. Donc il n'y avait que des mecs sur scène. Moi, j'y étais pas, mais j'avais des personnes dans mon réseau sur Twitter qui m'ont posté quelques petites photos et j'ai fait un petit commentaire, comme ça m'arrive souvent depuis des années. Et d'habitude, ça a un petit peu de réaction, mais enfin pas immense. Et là, on ne sait pas pourquoi, ça prend. Et là, j'ai eu des réponses. Il y a Axel Lemaire qui m'a répondu, Benoît Thuelin, et puis il y a Guy Mahomani, le président de Syntec Numérique et aussi du groupe Open, qui décide à ce moment-là de déclarer sur Twitter, à partir de maintenant, je n'interviendrai plus à une table ronde ou à un panel, quel qu'il soit, s'il n'y a pas au moins une femme dedans. Il prend ses initiatives, et puis on en parle un petit peu sur les réseaux. Et au mois de janvier, il y a la réunion du Club des Gentlemen, qui a lieu chez Gilles Babinette, Captain Dash notamment, que vous connaissez. Et le Club des Gentlemen est un groupe d'entrepreneurs et de personnalités du numérique engagés dans le débat citoyen et la transformation humaniste de la société. Alors, il y a 2 têtes que vous devez reconnaître, notamment il y a Benoît Thuelin également. Alors ce club est que des mecs, et a été fondé donc par Guy Mahomani et Tatiana F. Salomon. Alors parmi ses membres, il y a donc à peu près une trentaine de personnes. On a eu l'idée de faire un appel et de créer le hashtag Jamais sans elle. On l'a publié sur lepoint.fr et là, bam, c'est monté en sujet les plus populaires sur Twitter. Le jour même, on était super étonnés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est devenu une sorte d'élément, un mot de vocabulaire en disant « jamais sans elle » pour signaler à la fois des endroits où il n'y a pas de femmes, mais aussi des endroits où il y en a. Des boards où il y en a, des conseils d'administration où il y a des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est pour la première fois, ce sont à la fois des hommes et des femmes qui s'emparent du sujet, c'est ça qui est nouveau. Donc, jamais sans elle, ce sont les hommes pour la mixité. Alors, je vais vous citer un extrait de l'appel, tout simplement. Donc, c'est « Trop de tables rondes, de réunions, de groupes de débatteurs sans femmes. Dorénavant, nous ne participerons plus à aucune manifestation publique ou événement médiatique qui ne compterait aucune femme. Nous ne demandons pas de quotas, de règles écrites et de lois. Un simple engagement personnel face à une évidence, un panel sans la moindre femme est une anomalie notoire. » Alors, comme je vous le disais, ça a pris sur les réseaux. Aujourd'hui, on a touché 15 millions de personnes, 85 millions d'impressions. Alors, pourquoi c'est possible? Comme je vous le disais, c'est en fait l'appropriation, c'est de la coélaboration. Et ça nous donne d'ailleurs plein d'idées. Peut-être j'aurai le temps d'en parler un peu plus tard. Et donc, tous ces commentaires qui viennent de partout en France nous permettent finalement de faire de la vigilance citoyenne et d'être de toute façon constructive ensemble. Alors, on a 100 signataires, on en a beaucoup du milieu du numérique. On a le PDG d'Orange, Stéphane Richard, le DG de Twitter, le PDG d'IBM, il y a Jacques-Antoine Grandjean de Vente Privée, il y a aussi des gens dans d'autres écosystèmes, des publicitaires, des patrons de presse, des politiques. On a 3 maires, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, le maire de Montpellier et le maire de Mulhouse, des personnalités du monde de l'éducation, il y a aussi le directeur de l'ESSEC.
Alors, Jamais sans elle est devenu un mouvement de promotion de la mixité, à travers l'engagement d'hommes soucieux de l'équilibre et de la représentativité, mais il est relié donc par de nouveaux signataires de la société civile, et il est aussi soutenu par un conseil féminin qui réunit notamment Laurence Parisot, Nathalie Cosco-Morizet ou encore Axel Lemaire. Alors l'idée, c'est vraiment, avec ce mouvement, de plus faire du neuf avec du vieux, mais de faire du neuf avec du neuf. Et ce qui est du neuf avec du neuf, c'est de défendre en fait la place des femmes, main dans la main, hommes et femmes. C'est ça qui est nouveau. Et c'est grâce à l'influence de certaines dirigeantes, effectivement, dans notre écosystème, que les hommes ont pris conscience des enjeux, et simplement, on travaille ensemble et on voit bien que tout se passe bien et qu'au contraire, on a des meilleures idées. Donc, ce qui est nouveau aussi, c'est que là, on ne veut pas s'opposer, on ne veut pas imposer, on veut collaborer. Et finalement, si ça vient du monde numérique, c'est pas hasard, c'est que ça vient aussi de nos pratiques à nous professionnelles, de notre façon de penser le monde, qui fait qu'on est dans la collaboration. Et là, on peut voir qu'il y a un mouvement citoyen qui s'inspire aussi et qui naît de ces pratiques. Alors, c'est un extraordinaire levier pour faire bouger les lignes et contribuer au changement des mentalités. Comme je disais, c'est collaboratif, donc les ramifications sont diverses. On va développer d'ailleurs dans le domaine du sport. Alors aujourd'hui, avec tous les participants de Divox, si on veut, et qu'on tweete tous ensemble, on peut refaire monter le hashtag Jamais sans elle sur Twitter. Alors si vous avez envie de le faire, allez-y. Je compte sur vous, je vous répondrai aussi à vos messages. Et il y a parmi nos messages l'idée aussi que la transformation digitale, c'est une opportunité unique pour la mixité et la diversité dans nos entreprises. Parce que dans nos métiers, nous savons inventer, trouver des solutions et nous adapter à de multiples complexes. Nous sommes en fait en train de changer le monde. Et justement, on est dans une société, et en particulier encore une fois française, qui a besoin de changer le logiciel. Les grands groupes veulent comprendre comment les startups innovent pour éviter de se faire disrupter. Ils savent que ce sont des colosses au pied d'argile qui peuvent avoir une entreprise quelle qu'il soit qui débarque et qui va atteindre leur business model. Je pense notamment par exemple au groupe Accor qui a développé un Shadow Comex, c'est-à-dire un Comex consultatif de personnes de moins de 35 ans et paritaire qui leur permet d'avoir des idées qui remontent et des usages et de les donner aux Comex traditionnels dont la moyenne d'âge je crois est de 55 ans. Donc on voit qu'on essaie de reprendre des bonnes pratiques de nos entreprises, de nos façons de travailler et que donc on a une influence quand même qui se diffuse dans toute la société. Le numérique qui se diffuse dans tous les domaines aujourd'hui. Notre façon de vivre, de travailler est donc en train de changer peu à peu la société. Alors certains, effectivement, ont peur. Il y a des craintes et des peurs de voir des métiers disparaître. Enfin, il faut essayer aussi d'être constructif et de se dire qu'on a de la croissance dans ce domaine-là et d'essayer de montrer justement que tous ensemble, on peut y arriver. Alors, comme je le disais, la transformation digitale est une opportunité unique. C'est aussi la diversité. On sait qu'on a des idées parce qu'on se mélange. C'est le contraire du repli sur soi. Sur ce point, je pense qu'on peut saluer aussi le sens de la déclaration de Zuckerberg, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a besoin d'une société ouverte, on a besoin d'une société où on se mélange pour avoir des idées, pour innover et pour développer nos business. On a besoin de libérer aussi tous les talents et pour ça, d'ouvrir les portes. On le sait, on n'a pas forcément nécessairement besoin d'avoir le parcours traditionnel aujourd'hui. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a 50 000 emplois non pourvus dans le numérique par an en France. En Europe, c'est des chiffres aussi assez hallucinants. Donc aussi, je pense qu'on a chacun un rôle un petit peu, entre guillemets, d'ambassadeur, d'expliquer autour de nous qu'il y a vraiment des opportunités professionnelles, notamment auprès des plus jeunes qui, des fois, voient un peu la situation de façon assez sombre et ne se rendent pas compte qu'il y a des domaines dans lesquels nous, on vit, où on est passionné et enthousiaste, et dans lesquels il y a des opportunités pour eux. Donc finalement, c'est à nous de faire avancer ces sujets. Et aujourd'hui, on le voit avec les mouvements qui émergent un peu partout. Sur les sujets de la mixité, il y a aussi l'initiative de l'ONU qui s'appelle He4She, où il y a aussi des entreprises du numérique qui sont investies, où notamment ils vont mettre l'égalité des salaires dans quelques temps. Et moi je sais, parce que j'ai des copains qui dirigent des boîtes, où ils essayent aussi d'abord, d'employer davantage de femmes, ensuite ils voient que ça apporte des choses. Alors je ne sais pas si sur la question de savoir si les filles elles codent mieux que les garçons, c'est un vrai sujet, mais vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, il y a eu une étude qui a révélé qui a fait pas mal de buzz. Donc on voit que finalement, on sait travailler ensemble. Finalement, il faut qu'on essaye peut-être d'insuffler ce vent nouveau aussi dans l'ensemble de la société pour montrer que c'est comme ça aussi qu'on peut avancer. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que dans la salle, il n'y a pas le nouveau Steve Wozniak, le nouveau Tim Berners-Lee, Mark Zuckerberg, Linus Torvalds aussi? Il y a peut-être aussi la prochaine Ada Lovelace ou Margaret Hamilton, qui sait? Voilà. Merci beaucoup. Bien.
Encore merci à tous, à chacun et chacune, d'avoir en ce lieu, par vos démonstrations et par votre partage, diminué nos lacunes. Nous partons maintenant porter notre attention aux problèmes plus techniques des autres présentations. Merci. Je voudrais vraiment que tout le monde se lève et fasse un tonnerre d'applaudissements pour ce gars. Il est fou. Oh, Charles, on t'aime. Ouais. Nous n'étions pas au courant. Bravo Charles pour la surprise. Alors, si je ne suis pas là demain... On a quelques messages d'utilité à faire passer. Ah oui, alors, on ne mange pas dans les salles. On mange pas dans cette salle particulièrement, ni boisson, sauf de l'eau, pas de coca. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter? Il y a une annulation de la conférence de Paul Stack qui est prévue juste après à 11h45. Quoi d'autre? Si vous voulez tweeter, le hashtag, voilà. Voilà, et donc là vous avez une pause et puis reprise tout à l'heure à 11h45. Merci. Ah.